Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo réellement entrepreneuriale de la chaîne. Pour la première fois, on va réellement s'immerger dans mon rôle de président d'entreprise et chercher à vous présenter exactement ce que je fais dans mon quotidien. Alors, pour être plus précis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est réfléchir à toutes les choses que je dois faire dans les prochains jours et semaines. Ensuite, on va essayer de les trier par ordre d'importance, les décomposer en sous-missions qui me permettront de les exécuter plus fluidement. Et toutes ces sous-missions, on va devoir les insérer dans mon planning, donc en faisant une estimation du temps que prendront chaque mission. C'est quelque chose qui est assez fastidieux et long et qui peut paraître inutile, mais en réalité c'est vraiment essentiel pour être certain de ne rien oublier d'important et pour être certain d'optimiser son planning. Parce que la pire chose à faire, c'est de se lancer au hasard, en faisant une mission au hasard, et au final d'être beaucoup moins productif que si on savait exactement ce vers quoi on va. C'est le même conseil que je donnais dans les études. Faites-vous un planning des matières, à quelle heure je veux travailler quelle matière, et qu'est-ce que je veux travailler comme chapitre. Si vous savez ce que vous devez faire, vous serez tout de suite beaucoup plus dedans, quoi. Donc ça me semble être vraiment intéressant. De plus, cette vidéo peut être quand même assez instructive pour toutes les personnes qui désirent lancer leur business ou qui sont actuellement gérants d'une petite structure mais qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Je sais que je suis gérant que depuis 2 ans et quelques, et que donc j'ai pas une légitimité énorme, mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant pour voir un peu ce que je fais au quotidien, voir un peu ce que fait un gérant de petite structure au quotidien. Donc, je pense que, en tout cas, cette vidéo a sa place sur la chaîne. Alors, les idées, là, de toutes les choses que je vais faire, je vais les lister dans le désordre parce que c'est vraiment une introspection de ah j'ai ça à faire, et au fur et à mesure, de plus en plus d'idées vont pop dans ma tête et c'est seulement dans un second temps que je vais les prioriser. Donc, ne soyez pas étonnés si je dis en premier des choses beaucoup moins importantes que d'autres. Avant toute chose, je suis en train de développer un ERP CRM avec donc des informaticiens très compétents, très sympathiques, et j'ai donc pour mission de remplir la base de données permettant l'exploitation de cet outil. Donc je vais devoir prendre plusieurs heures en gros pour remplir des sortes de tableurs Excel avec tous nos produits finis, toutes nos matières premières et surtout les lignes de nomenclature, donc ce qui permet de relier les matières premières aux produits finis pour faire en sorte que lorsque je déclare la production d'une boisson par exemple, ça vienne me soustraire toutes les matières premières, ou quand je fais une déclaration de livraison, ça m'enregistre que on a tant de choses qui sont entrées dans nos matières premières. Bref, je vais mettre remplir base de données ERP. Ensuite, j'ai un site internet qui est vraiment KO. On s'est fait hacker entre guillemets, il y a de gros problèmes dessus et il est suspendu depuis quelques semaines. Donc c'est pas un problème énorme dans la mesure où dans tous les cas l'activité est en pause et on n'aurait pas vraiment pu commander dessus. Mais il faut quand même reprendre ce site à zéro, qui est en fait la vitrine en ligne de l'entreprise, l'adapter à la nouvelle charte graphique, on verra dans les prochains sujets justement le développement de cette charte graphique, et aussi réfléchir à la potentielle intégration d'une boutique externe, peut-être avec quelque chose comme Shopify. Donc on peut ajouter une sous-catégorie justement développement d'une boutique Shopify parce que il y a 3 mois à 1 euro, donc ça peut être pertinent de au moins tester, voir comment ça rend. Et ensuite en sous-catégorie, pour vous donner un peu un exemple de développement de la boutique Shopify, il faudra aller chercher un partenariat avec un coursier. Bref, remise en état du site internet, développement d'une boutique Shopify. Ensuite, vous le savez sûrement, mais lorsqu'on a un commerce et qu'on va faire des ventes, on est obligé d'enregistrer toutes les transactions, toutes les ventes, pour pouvoir les déclarer, notamment parce qu'il y a la TVA qu'on va devoir reverser à l'État. Et donc, on est obligé d'avoir un système de caisse enregistreuse. Dans notre ancien local, on travaillait avec Square. Donc, c'est vraiment la solution en ligne la plus simple du monde. Tu peux même l'avoir sur ton téléphone. Juste, tu déclares des produits avec un taux de TVA. Et quand quelqu'un va venir t'acheter le produit, tu mets le nombre de produits, hop hop, et tu l'enregistres. Maintenant, on a été obligé de passer à un système beaucoup plus complexe, notamment parce que on a tout centralisé chez BNP, notamment les TPE, dans une optique de développement de notre relation et pour obtenir des prêts plus facilement, pour simplifier les choses. Et donc,
puisqu'on a désormais ce TPE-BNP, je tiens à préciser que c'est quand même beaucoup plus compétitif le TPE-BNP en termes de frais que ce qu'on avait avec Square, parce que c'était 1,6% avec Square et on a 0 et quelques avec BNP, c'est juste qu'on paye en plus la location du TPE. Et bien du coup on est obligé de reconstruire complètement un système de caisse. Alors on a une problématique, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas de système de caisse du tout, mais c'est un problème sans lettre puisque l'activité est vraiment quasiment nulle et que les transactions qu'on a donc, sont enregistrées, parce qu'il y en a très peu donc c'est très facile à suivre. Mais il faut quand même résoudre cette question au plus vite, donc configurer le système de caisse. J'ai déjà passé commande chez Shopcaisse, donc un des leaders en gros des caisses enregistreuses, et on a le système, on a la tablette, on a la caisse, etc. Mais il va falloir du coup enregistrer tous nos produits dedans, commencer la configuration. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, malheureusement, mais c'est vraiment essentiel. Donc configuration caisse enregistreuse. Ensuite, on l'a évoqué rapidement juste avant, mais on est en train, pendant le déménagement, de changer complètement de charte graphique, de design des étiquettes, de livre des couleurs, de style, etc. Parce qu'on en profite pour évoluer et faire quelque chose qui correspond plus à ce qu'on aime. Parce qu'au début, il y a 2 ans, on avait très peu de budget, donc on ne pouvait pas vraiment payer un graphiste professionnel et faire les choses très bien. On a juste payé des graphistes freelance pour chaque tâche, par exemple pour une étiquette, pour un flyer ou autre. Et donc en fait, il y a un manque de cohérence et on est actuellement en train de discuter avec une graphiste professionnelle. On a fait un appel d'offres, on a sélectionné parmi des centaines de graphistes quelques-uns qui en a fait passer un entretien. Et on a choisi donc notre graphiste, mais il faut quand même avoir plusieurs réunions avec elle pour qu'elle cerne bien ce qu'on recherche, pour qu'on puisse obtenir donc la charte graphique, et ensuite on travaille individuellement sur les étiquettes, sur les flyers, sur le logo, sur un peu tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est onéreux et ça prend du temps, mais c'est quand même une mission essentielle puisque c'est ce que vont voir tous les externes. Donc c'est quand même essentiel. Donc développement de la charte graphique. On va maintenant passer au côté un peu plus développement commercial. Alors s'il y a des idées qui reviennent sur les choses généralistes à faire, je les rajouterai, je laisse un peu d'espace. Mais on ne va pas perdre plus de temps, on va essayer d'optimiser un peu cette réflexion. Comme vous le savez, on change de ville et donc on ne connaît personne. Enfin, on a rencontré les gens de la mairie et quelques commerçants, mais c'est très minime. Et donc, ça peut paraître logique, mais le plus important, c'est d'aller à la rencontre de l'intégralité des commerçants de la ville, et même, j'irai plus loin, des villes aux alentours. Alors ça, c'est extrêmement large, donc on va quand même le décomposer dès maintenant en sous-tâches, parce que contrairement aux autres, il y en a beaucoup. Donc déjà, on va aller cold caller tous les commerçants et chercher à fixer un rendez-vous pour simplement les rencontrer, voir un peu l'esprit de leur commerce, présenter un peu notre projet et juste faire connaissance, comme des nouveaux voisins qui s'installent dans la ville. Et bien sûr, dans un second temps, l'idée c'est d'essayer de leur faire comprendre que notre produit est très qualitatif, à prix compétitif et produit dans leur ville et qu'ils auraient donc tout intérêt à nous l'acheter. Mais là, vraiment, le premier appel, je pense qu'il faut être dans une optique de rencontre amicale entre un nouveau commerçant qui s'installe et un ancien commerçant établi qui connaît la ville. Et donc, il y a beaucoup à apprendre à ce petit jeune qui arrive. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à avoir un taux de succès très très élevé. Donc, je commence par marquer identification de tous les commerces de Malakoff, la ville où on s'installe. Alors, quand je dis de tous les commerces, bien sûr, on va peut-être pas aller voir les vendeurs de chaussures parce qu'on a quand même en tête de leur vendre de la bière, donc de tous les commerces potentiellement intéressés par l'obtention de nos bières, quoi. Ensuite, démarchage téléphonique. On va simplement les appeler, leur dire bonjour, je suis Sébastien de la Ragondinerie. Et donc essayer d'obtenir un rendez-vous. Ensuite, donc dans un second temps, rencontre de tous les gérants d'établissement. Et donc là, on a quand même en tête d'essayer de leur vendre. Et une fois que c'est terminé, qu'on a déjà une bonne idée, qu'on a déjà rencontré tous les gérants de la ville de Malakoff, on a déjà une idée de qui va nous commander quoi, etc. On passe à la ville suivante. Donc, nouvelle étape, faire un plan complet de toutes les villes qu'on va devoir démarcher par rapport à la distance du local. Donc on va faire ville par ville, c'est plus simple pour le plan de démarchage. Donc en gros, on va ordonner les villes
de la plus proche à la plus lointaine, disons dans un cercle de 30 à 50 km maximum. Donc c'est ce qu'on va pouvoir livrer facilement. Et sinon, il y aurait simplement beaucoup trop de commerce pour le faire. Donc segmentation géographique des villes autour, je sais pas trop comment on pourrait le formuler, mais l'idée c'est identification des villes proches. Et après, on va tout simplement répéter ce cycle. Donc identification des commerçants, cold calling et rencontre des gérants. Sauf que le discours va être un peu différent pour le cold calling, puisqu'on n'est pas des voisins à proprement parler. Donc il va tout de suite y avoir un aspect un peu plus commercial, un peu plus présentation du produit, du pourquoi est-ce que ça vaut le coup de nous rencontrer et de faire la dégustation gratuite. Bref, là il faudra donc adapter le discours cold calling et rencontrer encore une fois tous les gérants. Il y a un point essentiel au milieu de tout ça, c'est que on doit absolument enregistrer toutes les données qui viennent de ces rencontres. Je pense que le plus pertinent, c'est de vraiment avoir une fiche par établissement, donc triée par catégorie, par ville. Par exemple, je crée un Notion avec ville Malakoff. Dedans, tu as type d'établissement, donc bar, restaurant, caviste, épicerie fine, etc. Et dans chaque type, tu as tous les commerces, donc tu prends le nom, donc bar, je sais pas, le timbre-poste, etc. Et après, dans la page le timbre-poste, tu vas ajouter, voilà, déjà petite description de l'établissement, donc ce qu'il faut savoir pour le cold calling. Après, tu fais résumé détaillé de comment s'est déroulé l'appel, voire même, pourquoi pas, une synthèse IA de l'appel. Et ensuite, y a-t-il eu un rendez-vous? Oui, non, pourquoi, etc. On essaie vraiment de comprendre s'il y a eu un refus, pourquoi il y a eu un refus. Et au contraire, si ça a bien marché, qu'est-ce qui a bien marché? Et ensuite, synthèse également du rendez-vous client, donc IRL, de la dégustation. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que le produit a plu? Est-ce que le produit n'a pas plu? Quelles sont les modalités de livraison qu'ils aimeraient avoir? Enfin, je sais pas, tous les détails possibles, il faut qu'on les rentre là-dedans. Et même si c'est très difficilement exploitable pour un humain d'avoir des milliers de pages, bon forcément c'est un peu de travail, mais tu le fais petit à petit. Après chaque appel, après chaque visite, tu fais juste une petite synthèse. En vrai, c'est rapide. Mais même si c'est très difficile d'exploiter pour moi, d'avoir des milliers de pages d'établissement, Claude, il n'a pas de mal à analyser tout ça. Il a accès à mon Notion. Donc je pense que ça peut être vraiment extrêmement intéressant de prendre toutes ces données, même de prendre même des données inutiles, vraiment le plus possible. Il faut tout prendre. Et ensuite, l'IA qu'on utilise décidera de ce qui est utile ou non, ce qui va ou pas, comment est-ce qu'on peut adapter. Et même nous, pour l'équipe, ça peut être intéressant d'avoir un suivi. S'ils se posent des questions sur tiens, cet énorme client potentiel a refusé, ils vont aller voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc vraiment extrêmement important, je vais mettre recueillir de la data sur le calling et entretien. Donc pour la partie développement commercial, on est plutôt bon. Ça va prendre forcément des centaines d'heures, donc il faudra le lisser notamment par zone. Donc on verra comment on va faire ça au mieux, mais de toute façon les livraisons commencent en septembre, donc on a pas mal de temps. Mais il faut vraiment être prudent parce que dans le monde professionnel, entre le moment où on te passe commande et le moment où tu as la première livraison, il y a un délai quand même qui peut être de 3 à 5, 6 mois. Ça peut être vraiment très élevé. Surtout si ils prennent notre offre de bière personnalisée à leur nom, à leur image, où là il y a besoin de brassage test et on part dans des délais mais de plus d'1 an. Ça peut être vraiment délirant. Ça peut être rapide si c'est une bière simple, mais ça peut être vraiment très 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 lent. On a vu ce qu'il fallait faire avec les futurs clients professionnels, c'est plutôt une bonne chose. Donc B2B. Après, en B2C, on a vu qu'on allait développer la boutique Shopify. On est déjà en train de réfléchir à l'agencement de la boutique, mais ça, on verra ça dans un second temps, une fois qu'on a déménagé. On a le déménagement en début mai, donc on en reparlera dans une vidéo suivante. Il reste forcément le relationnel fournisseur, puisqu'on est dans une phase d'agrandissement. Donc, on va pouvoir négocier des tarifs plus bas, des modalités de paiement plus avantageuses, réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser un peu les livraisons, parce que ça peut très vite être dérangeant pour le voisinage d'avoir des livraisons très fréquentes parce que tu as un camion qui bloque la rue, ça fait du bruit, ça fait bip bip quand il recule. L'idéal ce serait qu'on puisse avoir des livraisons tous les 3 mois, tu vois, pour ne pas trop déranger. Et aussi il faut qu'on compare avec d'autres fournisseurs, parce que comme on commence à avoir des gros volumes de commandes, les fournisseurs vont commencer à se battre vraiment entre eux. Et si on revient avec une proposition avec un tarif plus bas, c'est probable que le fournisseur avec qui on travaillait avant s'aligne pour ne pas nous perdre.
Alors j'ai déjà commencé avec de nombreux fournisseurs, notamment pour les bouteilles. C'est pas forcément très intéressant pour vous, mais en gros on était chez SVP Négoce et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté les concurrents pour essayer d'avoir le tarif le plus bas. Et donc là il y a Fidel Philo qui est un autre fournisseur de bouteilles qui nous semble compétitif. On est en train d'explorer une potentielle collaboration avec eux. Et j'ai reçu justement un colis avec des exemples de leurs bouteilles. Donc on pourra faire un unboxing en live, allez voir ça sur la chaîne Ragondinerie si ça vous intéresse. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est contacter l'intégralité de nos fournisseurs, fournisseurs de malt, fournisseurs de houblon, fournisseurs de bouteilles, même fournisseurs de seaux, toutes les matières premières qu'on va consommer quand même assez régulièrement. Leur expliquer que voilà, on change vraiment de volume et que donc on aimerait explorer les diverses options qu'on a sur l'optimisation de notre relation en gros. Et si on n'est pas satisfait de ce qu'ils nous proposent, contacter d'autres fournisseurs concurrents pour essayer d'obtenir le moins cher. Je vous donne un exemple, on était avec Open Terre de Houblon pour le houblon. On a contacté La Houte qui est une houblonnière francilienne et donc on a accès local. Et on est également en train de parler avec une école d'agronomie qui a ses exploitations de houblon et qui pourrait nous offrir un tarif beaucoup plus compétitif malgré les frais de livraison donc à voir. Je vais mettre contacter chaque fournisseur et comparer les offres. Ensuite, pour partir sur l'administratif, les choses qu'on va devoir faire un peu plus chiantes mais qui sont quand même très importantes, je vais refaire intégralement les archives de la Ragondinerie en précision, vérifier qu'il n'y a aucun document manquant, que tout est propre. C'est vraiment essentiel parce qu'en cas de contrôle, il faut qu'on soit vraiment clean. Alors bon, je suis, comme vous l'avez probablement vu, très organisé et les archives en réel sont déjà beaucoup plus solides que l'immense majorité des entreprises, j'en suis persuadé, mais j'aimerais quand même faire un check et même pour nous c'est important pour cibler les postes de dépenses, pour avoir un peu une idée de ce qu'on a payé, enfin revenir sur tout. Et là ce que je suis en train de faire c'est un classeur ou un fichier, parce qu'on a aussi une version en ligne, par fournisseur avec donc l'intégralité des commandes qu'on a eues auprès de lui. Donc c'est pas très compliqué pour faire des archives, en fait tu dois te poser la question avec quelle entreprise j'ai vendu ou acheté. Donc tu as une liste complète, exhaustive, hyper longue, il n'y a pas des milliers de personnes comme une petite structure avec qui on a traité. Et soit c'est des personnes avec qui on a traité une fois, par exemple, je sais pas, on a passé commande une fois pour des résistances sur le site Vevo, voilà, c'est pas un fournisseur régulier, on le met dans un classeur fournisseur occasionnel, je sais pas. Soit justement on passe commande toutes les semaines, tous les mois, et donc là on vérifie qu'on a bien chaque facture, chaque commande pour avoir une archive complète. Donc c'est assez simple à faire, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend aussi beaucoup d'encre. Alors je sais que ça peut paraître très étrange parce que moi je suis encore sur du papier. Alors que vous l'avez vu, je suis quand même très digitalisé, j'utilise énormément l'IA, je suis créateur de contenu, je ne suis pas le cinquantenaire typique qui refuse de passer au digital. C'est juste que pour moi, il faut les deux. Les archives papier, pour moi, c'est important. Le fait de parcourir tes factures comme ça, le fait d'avoir des fichiers clients papier, pour moi c'est important. C'est vraiment une préférence personnelle en tant que gérant, moi je préfère avoir mes archives en papier. Mais rassurez-vous, je les ai également en digital, donc même si ma maison brûle, je ne serai pas sans archives. Donc je ne vais pas mettre feu à ma maison en cas de contrôle, rassurez-vous, tout est digitalisé. Mais voilà, donc refaire les archives proprement, vérifier que tout est bon, c'est important. Ensuite, il y a pas mal de choses qui sont en cours, qui sont vraiment spécifiques à notre projet d'agrandissement. Par exemple, on est en train de faire le bail commercial. Alors, si vous ne le saviez pas, ça coûte 1500 balles de faire un bail commercial. À chaque fois qu'on a un truc à faire, ça nous coûte plus de 1000 balles, c'est horrible. Mais donc, finaliser le bail commercial. Donc ça, c'est pas très compliqué, il faut juste faire un rendez-vous avec les propriétaires et notre cabinet d'experts pour regarder à nouveau chaque clause, si tout correspond bien, si on est bien d'accord sur les modalités des potentielles servitudes, les modalités de paiement, le loyer, la renégociation du prix triennal, enfin à voir. Ensuite, forcément, il y a le business plan. Alors là, je parle vraiment du document business plan vérifié par expert comptable et pas seulement du théorique, les projections qu'on a faites, puisque ça on l'a fini depuis quand même assez longtemps, mais on peut quand même mettre
solidifier le business plan, notamment grâce à la phase de prospection commerciale qui nous permettra d'ajouter beaucoup de concret à nos projections théoriques. Parce que pour l'instant, on a par exemple des projections théoriques de 20 établissements de type caviste, épicerie fine. Si j'ai 15 que j'ai contactés qui m'ont dit oui, on est sûr de travailler avec vous, et moi je leur dis ok, génial, est-ce que je peux vous faire un devis signé, est-ce que je peux vous faire une lettre d'intention d'achat ou autre pour l'intégrer à mon business plan, ça nous aiderait vraiment. C'est quand même plus facile pour la banque de se dire ok, c'est solide que juste des chiffres fantasmés. Donc finaliser le business plan en apportant justement les preuves apportées par le démarchage, et ensuite du coup faire la version finale validée par expert comptable qu'on pourra présenter à la banque et aux investisseurs. Donc je vais mettre finaliser business plan, même si du coup vous l'aurez compris, c'est décomposé en quand même pas mal d'étapes. Donc une fois qu'on a terminé le business plan, qu'il est validé par expert comptable, qu'il est solide et que tout le monde est rassuré parce qu'on a plein de clients qui nous ont signé, on va pouvoir commencer les démarches pour l'augmentation de capital. Alors, vous l'aurez probablement compris, mais en gros, on lève dans les 300 000 euros parce qu'on a des très grosses cuves à acheter. Ça coûte une blinde. Et donc, ce business plan va nous permettre d'un côté de recourir à un prêt bancaire, rien de plus normal, et d'un autre côté de faire une augmentation de capital. Donc, en gros, on va accueillir de nouveaux associés, l'entreprise va émettre des nouvelles actions et va les vendre à des externes qui vont donc apporter leur argent, permettre de financer l'entreprise en échange d'equity. Si ça vous intéresse, on vend les actions à 5 euros, mais en vrai, c'est des externes, mais qui sont quand même très impliqués dans le projet. Ça peut être des professionnels avec qui on travaille, donc des clients. Ça peut être des proches. Ça peut être des personnes qui ont quelque chose réellement à apporter à l'entreprise, qui ont une compétence et qui ont une envie de s'investir dans le projet. Mais à moins que ce soit pour des gros montants, ça va pas être des inconnus complets. Mais donc voilà, on a fini le business plan, on peut présenter aux investisseurs, on peut leur dire voilà, regardez, les perspectives sont ça. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'acheter des lots entre 500 et 3000 euros. C'est un investissement, mais ça reste quand même très modéré. Vous le voyez, on peut avoir un retour sur investissement quand même très intéressant, ça vous donne tels avantages. Donc en vrai, c'est un investissement de 500 euros dans un petit projet prometteur qui donne accès à de très nombreux avantages comme, je sais pas, des réductions sur les bières, des petits cadeaux, enfin des trucs random. En vrai, pour moi, c'est quand même assez difficile de refuser. Mais il y a des gens qui ont quand même une vraie aversion à l'investissement et donc qui se disent je vais perdre ces 500 euros, je veux pas. Donc il y a quand même un vrai travail de réflexion. Donc je vais mettre exploitation du BP pour obtention investisseur. À ce moment-là, vous vous demandez probablement si j'ai aucun investisseur et qu'on est vraiment lancé dans un projet titanesque sans aucune garantie. La réponse est non. On a déjà tout le monde quasiment, c'est juste que pour valider leur investissement, ils ont déjà dit oui, d'accord, je veux investir, on les a déjà démarchés, ils ont déjà bien compris le projet. Mais avant d'investir réellement, c'est important pour eux, même s'il y en a qui s'en foutent, c'est important d'avoir en main le business plan complet, toutes les informations à disposition, qui voient réellement ce dans quoi ils investissent. Forcément, il y en a qui investissent pour me faire plaisir, parce que c'est des amis, parce que c'est de la famille, et donc eux, limite, je leur donnerais un business plan un peu bancal, ça ne leur poserait pas plus de problèmes que ça, parce qu'ils ont vu le projet, ils ont vu qu'en effet, en fait, de la bière, elle est bonne, et ils ne se posent pas beaucoup plus de questions. Mais il y a quand même un grand nombre de personnes qui investissent vraiment avec l'idée recherche de profit, parce que c'est la base de l'investissement. Et donc ces personnes-là, il faut qu'on leur prouve quand même qu'il y a un vrai potentiel. Et c'est le cas, moi j'en suis convaincu, vous allez me dire c'est normal, c'est ton entreprise. Mais voilà, c'est important de faire les choses bien, que les gens soient vraiment éclairés pleinement sur ce dans quoi ils investissent. Bref. Après, une fois qu'on a donc sécuriser tous les investisseurs qui vont entrer dans le cadre de l'augmentation de capital. Il va falloir faire les démarches pour l'augmentation de capital et ça, mais croyez-moi, c'est long.
Parce qu'on a déjà fait une augmentation de capital en avril dernier. C'est l'enfer, c'est très compliqué et très long. Mais bon, ça donc de toute façon on va pas pouvoir commencer immédiatement. On va pas pouvoir commencer immédiatement parce que on n'a pas encore certifié les investisseurs. Ensuite, un point qui est quand même essentiel, c'est la validation de l'outillage industriel, technique qu'on va acquérir. On a déjà passé commande du plus gros, c'est-à-dire les cuves de 1200 litres de brassage. Mais il y a énormément de matériel annexe qu'on va devoir acheter. Je peux donner l'exemple d'une machine à laver les fûts et à enfuter. Je peux donner l'exemple, pourquoi pas, d'une machine à mettre en bouteille ou à mettre en canette, un lave-vaisselle professionnel, un système clean in place pour laver. Enfin, il y a vraiment des centaines de choses à acheter, plus ou moins onéreuses. Et donc, toutes ces choses, il va falloir comparer l'occasion et le neuf, parce qu'il y a énormément de matériel qui est beaucoup plus intéressant d'occasion, c'est des trucs qui se conservent 30 ans, genre un lave-vaisselle professionnel, excusez-moi, mais je pense pas que ce soit la peine de l'acheter neuf. Et donc, si on l'achète d'occasion, faire une recherche approfondie du marché des lave-vaisselle professionnels d'occasion pour essayer de trouver la meilleure affaire, donc le meilleur élément en meilleur état au meilleur prix. Et si on fait du neuf, contacter tous les fournisseurs, demander des devis, comparer les moins chers et les plus qualitatifs. Donc ça représente quand même un gros travail. Heureusement, moi, c'est pas tant mon job. Moi, je vais devoir forcer un peu le directeur général à s'en occuper, lui dire allez, hein, on recherche, mais c'est quand même un point essentiel du développement, du projet d'agrandissement. Donc, point sur le matériel à acquérir. J'avais évoqué le fait qu'il faut rencontrer les voisins professionnels, les commerçants dans le but de les démarcher. Et bien évidemment, il va également falloir rencontrer les voisins, personnes physiques de notre lieu de production, puisque ce sont toutes les personnes qui, je pense, vont être ravis d'avoir une petite brasserie artisanale qui s'installe dans leur quartier, et qui sont susceptibles d'avoir des conditions, d'avoir des requêtes envers nous, dire voilà, moi vraiment j'ai 2 enfants en bas âge, il faut absolument qu'il n'y ait pas de bruit après 21h parce que sinon eux ils vont être fatigués pour l'école demain, c'est très important. Donc moi du coup je vais devoir les rencontrer, les rassurer sur le fait qu'il y a quand même très peu de nuisances pour une brasserie artisanale, c'est une activité qui n'est pas très bruyante, c'est une activité où il y a quand même assez peu d'odeur dégagée, tu as juste une odeur de vapeur, de malt, c'est un peu particulier, mais dans tous les cas, notre système, c'est une cheminée qui recondense, donc en fait, il y aura très peu de gêne olfactive. Et nos horaires, on va pas finir les brassages à 23h, on va avoir juste un mini point de vente qui va être sur des horaires très restreints, donc à 21h, c'est presque sûr qu'on sera fermé. Bref, en gros, je dois les rencontrer pour leur expliquer que il n'y a pas à s'inquiéter, que s'il y a le moindre problème, il faut qu'ils m'appellent, parce qu'il ne faut jamais laisser traîner les ressentiments, la haine, parce que sinon ça part en couille. Donc rencontrer tous les voisins de notre futur lieu de production. Ensuite, un point essentiel, mais réellement, le développement de nos réseaux. Parce que vous l'avez vu, ça fait 2 ans qu'on essaye de poster un peu, que c'est un peu bancal. On avait un alternant, mais forcément, un alternant, c'est par définition quelqu'un qui n'est pas encore très compétent. C'est quelqu'un qui est là pour apprendre, et donc on ne pouvait pas non plus attendre le monde de lui. On a des vidéos qui sont plus ou moins bien, très irrégulières, et qui ne mettent pas autant en avant l'entreprise que ce qu'elle pourrait. Donc il faut vraiment reprendre complètement en main chacun de nos réseaux, refaire des pages propres, donc nouvelles photos de profil, description, enfin vraiment tout réorganiser et adopter un rythme de post régulier. Par exemple, j'ai envie qu'il y ait au moins un post photo et un post short par semaine. Et si possible, j'aimerais que ce soit 2 posts photos, 2 posts short. Parce que la communication sur les réseaux sociaux, la visibilité de l'entreprise en ligne, c'est réellement un des points les plus importants dans notre société. Et pourtant, on est encore complètement à la ramasse. Donc ça, vraiment, une des priorités absolues, c'est remettre en état chacun des réseaux. Donc même les réseaux secondaires comme Facebook, c'est important d'avoir un truc super propre parce qu'il y a quand même une grosse communauté, surtout chez les trentenaires qui boivent de la bière, on va avoir quand même pas mal de Facebook. Donc réfléchir à comment optimiser chacun des réseaux, réfléchir à un planning de contenu à publier
et réfléchir aussi à comment est-ce qu'on va faire pour tenir sur le long terme cette création de contenu. Est-ce qu'on doit recruter un stagiaire? Est-ce qu'on doit recruter un alternant? Est-ce qu'on doit carrément recruter quelqu'un à temps plein? Est-ce qu'on a la possibilité de passer par une agence de communication pour externaliser? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors moi, je suis quand même créateur de contenu. Vous allez me dire, ton contenu pue la merde, certes, mais quand même, j'ai des bases. Et donc, je pense que je peux essayer, moi, d'aider, de tourner des trucs, de faire des trucs, mais je peux pas être partout à la fois. Moi, vous l'aurez compris, mon job, il est beaucoup plus théorique avec le développement. Non, c'est du terrain aussi, mais je suis pas sur place en train de produire. Moi, je suis dans mes bureaux à contacter les gens ou en train de démarcher, mais assez rarement sur lieu à pouvoir tourner des vidéos. C'est quand même un job assez différent. Il est évident que quand on est gérant d'une petite structure, il faut tout faire, il faut être un peu partout, mais je pense que c'est quand même important de prendre quelqu'un de compétent à mi-temps, à temps plein pour le faire. Tant qu'on n'a pas la solution, je vais m'en occuper, il faut le faire, il faut que ce soit fait. Mais quand même réfléchir à comment optimiser notre présence en ligne. Dans le même esprit, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut fidéliser un maximum notre clientèle, réfléchir aux avantages qu'on peut donner, faire des cartes de fidélité ou des comptes de fidélité. Ça se rapproche aussi pas mal du côté développement de la caisse enregistreuse. Ça peut paraître douteux comme explication, mais c'est juste qu'on peut enregistrer chaque client dans la caisse. Et donc à chaque fois qu'on va faire une vente, ça va être enregistré sur son compte. Et du coup, on peut faire des pré-réglages où ça nous met tous les X euros dépensés, ça fait un cadeau de temps. Tous les X bouteilles achetées, ça fait, enfin, on peut configurer ça. Donc ça se rapproche du premier point, développement de la caisse enregistreuse. Pareil, il faut aussi réfléchir à tous les produits dérivés qu'on va vouloir vendre. Est-ce qu'on veut vendre des décapsuleurs? Si oui, il faut les designer, il faut les faire fabriquer. Est-ce qu'on veut vendre des verres? Bah oui, il faut les designer, il faut les faire fabriquer. Est-ce qu'on veut avoir des cartons personnalisés pour nos packs? Bah oui, bah, il faut les développer, il faut les faire personnaliser. Donc tous les produits dérivés, entre guillemets, tous les produits de conditionnement, bah, il faut y penser déjà, parce qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on veut faire des lunettes de soleil décapsuleuses? Est-ce qu'on veut faire des casquettes? Enfin, il y a des milliers de possibilités, il faut que du coup on choisisse le plus pertinent et qu'on adopte certains de ces produits, qu'on les fasse designer et faire fabriquer. Avec quand même une priorité pour les verres, parce que comme on vend des boissons, bah, les verres ça peut être le début, et les décapsuleurs, c'est quand même assez basique. Mais il y a un vrai enjeu dessus, parce que une personne lambda pourrait dire bah oui, commande directement sur Alibaba, ça coûte beaucoup moins cher, c'est super facile à personnaliser, et en plus, tu as des usines en Europe. Mais nous, on a vraiment une réflexion approfondie parce qu'on est locaux, éthiques, éco-responsables. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est éthique si on va commander sur des plateformes chinoises à bas prix? Est-ce qu'on peut dire qu'on est éco-responsable si on le fait? Nous, on essaie vraiment d'avoir des fournisseurs 100% français avec la qualité la plus élevée. Donc bon, on a quelques pistes de réflexion. Je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue et donc on va faire dans un second temps le découpage en étapes de chacune, même si on a déjà commencé à évoquer un peu ce qu'on allait devoir faire. Et ensuite, l'intégration dans le planning, ça c'est un vrai sujet. Généralement, c'est ce que je faisais en live, mais à voir. Quantifier chaque étape, ça va aussi être essentiel. On se retrouve donc pour un épisode 2 relativement bientôt. Soyez rassurés. J'espère que cette vidéo vous aura donné une idée un peu plus précise de ce que je fais au quotidien. Et on se retrouve en live ce soir et en vidéo demain.